bonjour à tous, vous m'entendez correctement? Super. Alors, pour commencer, ce n'était pas prévu, mais je voudrais quand même remercier les organisateurs et la région Bretagne de se bouger pour l'écologie. C'est courageux et merci à eux et de nous donner la possibilité de nous exprimer. Alors, quand je ne suis pas sur un bateau ou devant vous, en pratique, je suis mouchologue. Mouchologue, ça veut dire que j'étudie des mouches qui pondent dans des fruits qu'on aurait envie de manger. Et en réalité, ça veut dire que j'aide des agriculteurs à produire des fruits qui sont à la fois bons à manger, bons pour l'environnement, bons pour la santé, grosso modo sans pesticides. Et à côté, je suis également coureur sur le circuit Mini 650. Et si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'enjeux de transformation écologique qui sont similaires, à la fois dans le monde du nautisme et de la course au large et dans le monde agricole. Pour n'en citer qu'un seul, et je vais y revenir plusieurs fois aujourd'hui, la technologie. En fait, vous le savez tous, la technologie a été un moteur de développement assez spectaculaire dans le milieu du nautisme, les bateaux qui volent par exemple, comme dans le milieu agricole, on produit beaucoup à manger. Et bien que cette technologie ait été un facteur positif sur les dernières décennies, elle n'est paradoxalement pas la solution pour la transformation écologique, et je pense que c'est ce que vous allez... J'espère qu'on sera d'accord à la fin de cette présentation. Super. Comme je suis scientifique, j'ai un pointeur laser rouge, des figures, et j'aimerais qu'on parte tous sur la même base, solide et consensuelle. Aujourd'hui, quand je vais vous parler d'environnement, je ne vais vous parler que de catastrophes climatiques, ce que les gens appellent le réchauffement climatique, qui est lié à nos émissions de gaz à effet de serre. En général, on parle du CO2, mais j'aurais pu également vous parler de pollution chimique, d'atteinte à la biodiversité, par exemple les collisions avec les fameux OVNI, qui sont en fait des baleines. Et quand on parle de CO2 et de réchauffement climatique, en général, on s'appuie sur les travaux du GIEC, ce groupe de scientifiques qui est à la fois apolitique et international. C'est vraiment des travaux consensuels et costauds. Et du dernier rapport, j'ai sorti cette figure, c'est la seule que je vous présenterai aujourd'hui. Nous avons sur l'axe vertical, ici, nos émissions de gaz à effet de serre, les fameux CO2. Ici, horizontalement, nous avons le temps. Il se trouve qu'on est à peu près à ce point de bifurcation. Là. En fait, on a déjà un peu dépassé, pour dire la vérité. Et ce que vous avez là, c'est différents scénarios de, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Il s'avère que le gros en rouge, c'est vraiment ce qu'on a envie d'éviter. Et le bas, tout en bas, en bleu, ici, c'est en fait ce à quoi notre nation s'est engagée en 2015, les accords de Paris. Pourquoi je vous mets ça? C'est pour vous donner une idée de la magnitude des changements que nous devons réaliser, j'ai presque envie de dire de façon contractuelle. Ça veut dire une réduction de 55% de nos émissions de CO2 d'ici 2030, dans 6 ans, 2 mois et 3 semaines. 55%, on divise par 2. Et moins 80% d'ici 2050, c'est-à-dire on divise par 5. Pour vous donner une idée de la magnitude de ces changements, imaginez réduire toutes vos consommations, toutes vos émissions, tout ce que vous faites par un facteur 2 en quelques années. C'est pas très facile et c'est pas en faisant des petites économies qu'on y arrive, c'est en changeant mode de vie. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Quand on parle de technologie, souvent on pense à la construction, notamment pour les bateaux. Les bateaux que je connais le mieux, c'est les Mini 650, donc c'est l'exemple que je vais utiliser maintenant. Pour construire un Mini 650, on émet environ 11 tonnes de CO2 pour un bateau de série. Et Merconcept a fait une étude pour voir qu'est-ce qui se passerait s'il fabriquait un Mini un peu plus écolo en utilisant la fibre de lin à la place de la fibre de verre dans la coque. Et cette étude a montré qu'on pouvait économiser environ 500 kg de CO2, ce qui correspond à une réduction de 5% sur la construction du bateau tout en entier. 5% pour une révolution technologique comme la fibre de lin dont on parle depuis maintenant assez longtemps, ça ne semble pas énorme, mais en fait, ces révolutions technologiques ont généralement ces ordres de grandeur en termes de gains. Prenons la résine hélium, qui est une résine, vous savez, quand on fait du composite, on mélange des fibres et de la résine. Cette résine est réutilisable, elle est censée avoir un bilan carbone bien meilleur. Et en parlant avec un constructeur de classe 40, qui fabrique à la fois des classes 40 en hélium et des classes 40 en époxy, il me dit que dans leurs estimations, ils arrivent à économiser environ 10% d'émissions de gaz à effet de serre en remplaçant une résine par l'autre. Donc pour aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne comme hypothèse qu'une révolution technologique comme le lin ou la résine hélium nous permet de gagner environ 10% de nos émissions quand on construit un bateau.
Et faisons une petite simulation. Je sais que tout le monde aime faire les maths le matin, mais désolé, c'est comme ça. On part du début, on est à 100% de la situation actuelle, et puis à chaque fois, on va déployer une de nos révolutions technologiques, on gagne 10%. Vous savez, quand on fait les soldes, quand on veut enlever 10%, on multiplie par 0,9. Et calculons combien il nous faut de révolutions technologiques pour atteindre notre objectif de moins 55% d'ici 6 ans, 2 mois et 3 semaines. On fait moins 0,9 fois 0,9 plop 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 fois 0,9, je vous le casse, en fait il en faut 8. Donc on a 8 révolutions technologiques à déployer intégralement, c'est-à-dire que l'intégralité de la production repose sur du lin, de l'hélium et les 6 autres révolutions technologiques qu'il faudrait déployer d'ici 6 ans. Ça semble beaucoup. Si on se projette sur 2050, on fait le même calcul et on arrive à 16 révolutions technologiques à déployer en environ 25 ans. Est-ce que quelqu'un dans la salle pense que nous avons 16 révolutions technologiques prêtes ou possiblement à déployer dans cet espace de temps? Voilà, merci, il y a une personne, donc comme on est à peu près 200, ça fait que nous avons obtenu 99,5% d'opinion favorable sur une question environnementale. Je crois que c'est historique. Merci. J'ai fini. Non, diapo suivante. Alors, après la construction, vient la phase d'usage. Et la phase d'usage, vous allez voir, le plus gros de l'impact, c'est la logistique. Si je me suis mis sur le circuit Mini 650, c'était pour faire la Mini Transat. Vous savez, cette course qui part de pas loin d'ici, des Sables d'Olonne. Quand on vient du sud, ça semble pas loin d'ici. Qui fait une étape aux Canaries et qui finit aux Antilles. Et puis après, les bateaux, ils reviennent par cargo. Et les skippers ou skippeuses, ils reviennent par avion. On s'est rendu compte il y a 1 an ou 2 que quand on faisait la Mini Transat, rien que ce retour cargo des Mini, ça émet environ de 10 à 15 tonnes de CO2. Tous les chiffres que je vous donne, c'est des ordres de grandeur, soyons. Je suis sûr qu'on pourrait les discuter, mais il s'agit en 12 minutes de vous passer des grands principes. Donc, en fait, le retour du cargo du bateau, c'est plus d'émissions que la construction du bateau lui-même. Et à ça, on rajoute les billets d'avion des gens qui naviguent, mais aussi de la famille, des skippers, des sponsors, etc. On rajoute un petit peu de logistique en amont, tout ça. Et à la fin, on obtient un projet Mini 650 de 2 à 4 ans qui émet de 40 à 50 tonnes de CO2. Bon, si on n'a pas de repères, on ne sait pas si c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Les repères, ils sont là. La Terre est capable de soutenir 2 tonnes d'émissions de CO2 par personne et par an. Et ça comprend l'alimentation, la santé, l'école, les routes, le transport, faire du bateau, aller à la plage, venir ici. 2 tonnes, 40 à 50 tonnes, on est dans des ordres de grandeur qui ne sont absolument pas compatibles. À titre de repère également, aujourd'hui, une Française ou un Français émet en moyenne une dizaine de tonnes de CO2 par an. Donc, quand on a eu ces chiffres-là, on est un certain nombre du circuit Mini 650 à avoir décidé de ne pas faire la Mini Transat. Ce n'était pas compatible avec une Terre soutenable et une Terre en bonne santé. Et pour vous dire la vérité, même si certains auraient pu être sur la Mini Transat, s'ils étaient qualifiés, je crois qu'on est tous très contents d'être alignés avec nos valeurs. On n'est pas plus malheureux que ça. Je vous remercie. Diapo suivante. Donc, je vous ai parlé jusqu'à présent de course au large, mais ces perspectives sont assez similaires dans le nautisme, la plaisance. Si on veut fabriquer un catamaran de croisière, un catamaran de croisière, c'est déjà un gros bateau, ça émet quand même 200 tonnes de CO2, c'est-à-dire une centaine d'années de budget d'une personne. On peut faire un bateau un peu plus petit, ça polluera un petit peu moins. En attendant, quand on voit que notamment les bateaux plus petits sont généralement des bateaux de particuliers, et quand on connaît les taux d'usage des bateaux dans les ports, leur nombre de sorties moyen par jour, j'avais noté 3 jours, semble-t-il c'est peut-être un petit peu plus en Bretagne, vous avez de la chance, dans le sud c'est pas terrible. En tout cas, à 3 jours par an, il en faut quand même le garder très très longtemps, notre bateau, pour justifier d'avoir émis toutes ces tonnes de CO2. Clairement, le modèle du bateau individuel est fini et il n'a pas d'avenir. S'il n'est pas individuel, probablement qu'on va le mutualiser. Et souvent, la mutualisation, c'est la location. Et vous le savez sûrement, une bonne partie de la mutualisation de la location, ça se passe sous les tropiques. Là où il fait chaud, on peut louer les bateaux toute l'année, c'est très plaisant. Et il s'avère que cette économie de la location sous les tropiques repose finalement sur des voyages en avion à travers minimum l'Atlantique, parfois même un peu plus loin. Il y en a qui vont jusqu'en Polynésie pour faire ça. Un aller-retour depuis l'Hexagone jusqu'aux Antilles, c'est environ 2 tonnes de CO2 émises, c'est-à-dire le budget d'une personne sur 1 an.
ça semble, au vu des chiffres que je vous ai présentés avant, on voit bien que ça ne semble pas soutenable. Pour vous donner même un ordre de grandeur, certains experts parlent maintenant qu'à l'avenir, on peut s'attendre à faire environ 4 vols en avion dans toute notre vie. J'espère 4 vols aller-retour, mais ça reste que le principe de l'allocation sous les tropiques est quand même bien compromis. Donc qu'est-ce qui nous reste ici? Il nous reste clairement que l'avenir de la plaisance, c'est pour des navires qui sont à la fois mutualisés et en usage local. Je crois qu'on aura un magnifique exemple de ça tout à l'heure avec Florent. Je le laisserai en parler. Je ne voudrais surtout pas donner l'impression que je critique les personnes qui font de l'allocation sous les tropiques. Par exemple, je l'ai fait moi-même, j'ai trouvé ça formidable. Plutôt qu'on se pose la question de pourquoi est-ce que ça nous vient à l'idée, un truc aussi bizarre, de prendre un avion pour aller faire du bateau ou de faire la mini-transat? Eh bien, c'est assez évidemment l'influence de la publicité. Quand on voit Florence Artaud sur ce magnifique navire, comment ne pas avoir envie de faire la même chose? Au fond, la publicité, c'est la raison d'être de la course au large, c'est la raison pour laquelle les sponsors investissent des millions et des millions dans la course au large, parce que nous, consommateurs, sommes influencés par l'exemple de ces sportifs, par les marques qui sont marquées sur les coques. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent la marque qui est marquée sur le nom de ce bateau, même 30 ou 40 ans plus tard. Donc, on voit là qu'on a un vecteur pour influencer le comportement de la population, et d'une certaine manière, il y a une responsabilité pour les sportifs et tous les professionnels de la course au large qui est d'assumer cette influence qu'ils ont sur le monde. On pourrait d'ailleurs parler d'exemples très positifs, notamment en ce moment, on voit un mouvement où beaucoup de sponsors s'effacent des voiles, des noms des bateaux, au profit d'associations, de causes environnementales ou de causes sociétales. Et on a là probablement un élément clairement très positif, mais qui préfigure la course au large de demain, une course au large qui se met au service de la société, plutôt que parfois avoir une influence que je vais dire toxique, parce que lorsqu'on donne envie à des gens d'avoir des comportements qui ne sont pas soutenables, par exemple prendre l'avion pour partir en vacances une semaine à l'autre bout du monde, eh bien, je pense que ce n'est pas forcément rendre service aux gens que de leur donner ces envies-là. Et de la même manière, je pense que ce n'est pas forcément non plus rendre service aux populations et aux professionnels. Je ne suis pas sûr que dans un monde où il est certain que les voyages en avion pour le tourisme vont s'effondrer et vont disparaître, maintenir l'économie des Antilles dans une dépendance au transport de touristes par avion, ce soit réellement les aider à se préparer au monde à venir. Alors, pour finir, je pense que c'est vraiment l'élément le plus important, peut-être en termes d'impact environnemental de la course au large, c'est comment elle peut être un vecteur et un exemple positif pour la société et l'aider à faire sa propre transition, plutôt que la tirer en arrière sur des modèles dépassés. Pour finir, on nous dit souvent à la vague, ouais, vous faites que critiquer, vas-y, vous pourriez proposer des trucs. Donc, on a fait une diapo finale qui propose des trucs. La première proposition, je pense qu'elle va vous sembler absolument évidente après avoir parlé de ces impacts de la logistique, c'est de faire des courses qui font des boucles. Une course qui fait une boucle et qui ne fait pas d'étapes, c'est formidable. Déjà, on enlève toute la logistique, et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que le public, qui est quand même principalement dans l'Hexagone, peut être également à l'arrivée de la course, pas qu'au départ. Donc c'est plutôt agréable pour le public, c'est pas mal aussi pour les sponsors, puisque les équipes peuvent être là aussi à l'arrivée. Et je crois qu'on a l'exemple du Vendée Globe, qui est une belle démonstration que ce format-là plaît énormément, et il est économiquement viable. Deuxième suggestion, on a vu que la technologie pour on va dire décarboner la construction des bateaux n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Et donc, on n'a pas vraiment d'autre choix que d'utiliser les bateaux que nous avons déjà. Et si on veut rester dans une perspective de développement et d'amélioration et de performance, on améliore les bateaux existants. Il en existe beaucoup déjà qui sont compatibles avec les circuits de course. Et puis ceux qui ont déjà entretenu un bateau ou qui ont déjà travaillé sur un navire savent que pour entretenir et améliorer un bateau, ça nécessite souvent au moins, voire plus d'heures de main-d'œuvre que juste la construction, et donc c'est également bénéfique pour les emplois et pour l'économie, notamment de la Bretagne. Autre proposition, c'est que les courses, et notamment les équipes de course,
aient des budgets d'émissions de gaz à effet de serre pour leur course. C'est-à-dire, pour l'expliquer autrement, jusqu'à présent, on définit un bateau qui a le droit de courir dans telle ou telle course, dans telle ou telle classe, en fonction de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur, de son poids, tout ça, ces matériaux. Mais on pourrait tout à fait rajouter une quantité d'impact environnemental dans cette définition sur le cycle qui précède la course. Et de cette manière-là, déjà, on restreindrait les émissions, tout le monde serait à armes égales, et puis finalement, on serait beaucoup plus proche des préoccupations du public, qui en fait a toujours besoin de ménager la chèvre et le chou, au moins sur les plans économiques. Donc on arriverait encore à parler au public de façon assez efficace et montrer le bon exemple. Et puis pour finir, vous avez ici quelques suggestions, mais notre conviction dans le collectif La Vague, c'est que c'est aux acteurs de tracer leur propre chemin. C'est-à-dire que c'est vous, qui êtes ici dans la salle, à co-construire qu'est-ce que peut être la course au large ou le nautisme en général du monde à venir, et que des acteurs comme le collectif La Vague, on est plutôt là pour vous accompagner et vous aider à cheminer. Pour vous donner un exemple, en ce moment, la classe Mini, qui organise donc la Mini Transat, mène des ateliers menés en intelligence collective pour redéfinir quelle est la raison d'être de cette activité et quel va être le futur du circuit Mini 650. Ce sont des ateliers qui sont notamment animés par une membre du collectif La Vague. Je vous remercie pour votre attention. Merci encore à la région de nous avoir invités et ce serait un plaisir de répondre à vos questions quand ce sera le moment.